Bien, bonjour à tous, bienvenue. On est ravis que vous soyez intéressés par la thématique des corporate PPA. Probablement, vous en avez déjà entendu parler et on en entend parler de plus en plus avec les sujets énergétiques, l'augmentation du prix du gaz et donc de l'électricité. Il est vrai que ça renforce encore plus la question des corporate PPA. Donc, pour rappel, si certains ne le savent pas, c'est vraiment des contrats d'achat direct entre un producteur d'énergie renouvelable, puisqu'ici on parle d'énergie renouvelable, et un acheteur. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'avoir autour de cette table un acheteur, Quentin Pailloux, qui est responsable du pôle énergie dans le groupement des mousquetaires. Je pense que tout le monde connaît les mousquetaires, mais peut-être Quentin qui prendra la parole nous précisera ce qu'il fait et quelle est la stratégie du groupe. Nous avons également Laurent Pillot de Voltalia et nous avons Jean-Christophe Dallava de Boralex, qui sont eux tous deux des producteurs avec évidemment des visions communes et des visions un peu différentes ou des stratégies différentes, et ils nous en parleront. Donc je voudrais donner tout de suite la parole à Quentin des mousquetaires pour nous présenter, pour nous indiquer finalement qu'est-ce que les mousquetaires viennent faire dans des corporate PPA énergie au lieu d'aller tranquillement acheter de l'énergie dans tous les sites d'énergie au coin de la rue qu'on peut trouver. Pourquoi entrer dans des corporate PPA? Que font les mousquetaires? Quentin. Merci. Alors d'abord pour resituer un petit peu, je pense vous avez peut-être entendu parler du groupement des mousquetaires, mais en quelques chiffres, vous dire que le groupement des mousquetaires, c'est donc un groupement d'indépendants dans la grande distribution. On a aussi une activité industrielle. Au niveau énergétique, ça représente un peu plus de 2,5 TWh d'électricité par an, qui sont consommés par, en France, environ 4000 sites. Dans les 4000 sites, vous allez retrouver différentes typologies de sites qui vont de points de vente, les magasins Intermarché, Bricomarché que vous voyez, qui en moyenne consomment à peu près un méga d'électricité par an. Et on a aussi des sites industriels. Dans l'agroalimentaire, on en a une soixantaine qui vont jusqu'à 80-90 000 mégas. Et c'est pour cette raison que l'année dernière, ou maintenant il y a un petit peu plus d'un an, le groupement a mis en place une direction de l'énergie et évidemment s'est posé la question de, pour l'approvisionnement, comment fait-on pour gérer le risque, comment fait-on pour gérer le prix, comment fait-on pour gérer les différentes opportunités qui s'offrent sur le marché. Et on s'est évidemment assez vite posé la question du PPA. Pour nous, le PPA, pardon, j'aurais dû le faire au début. Pour nous, le PPA, ça répond à essentiellement 3 enjeux. Le principal, je pense qu'on va en parler aujourd'hui, c'est la gestion du risque. C'est un contrat d'achat long terme avec un prix fixé. Aujourd'hui, il y a différentes formes de PPA. On parlera sans doute tout à l'heure d'indexation. Nous, dans le groupement, et moi à titre personnel, c'est quelque chose qui m'hérisse un peu le poil. Pour moi, le PPA, c'est un outil de gestion du risque avec un prix fixe. Les deux autres enjeux, c'est évidemment le prix en lui-même. Aujourd'hui, on parle de PPA on négocie des PPA au sein du groupement entre 49 et 72, 73, en fonction des différentes typologies de projets. C'est des prix qui, pour nous, en fonction de notre expérience, du marché, des budgets qu'on construit, sont intéressants. Donc les prix en eux-mêmes de l'énergie sont attractifs et c'est ce qui nous amène à nous intéresser au PPA. Et enfin, le dernier point, c'est l'impact sur le territoire. On a des activités et une ADN, alors c'est un truc un peu galvaudé, un peu marketing, mais le groupement, c'est un groupement d'indépendants, de chefs d'entreprise. Ils ont souvent une volonté d'avoir un impact sur leur territoire et de rayonner de différentes façons. Alors il y a le point de vente, mais ils ont souvent d'autres activités, des chambres de commerce, des tribunaux, d'autres activités entrepreneuriales. Et les PPA, ça permet d'avoir un autre impact sur les territoires. Je passerai l'aspect RSE carbone parce que en scope 3, le groupement des mousquetaires a une impact carbone qui dépend très 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 faiblement de l'énergie. C'est donc verdir notre énergie pour nous,
ça n'a quasiment aucun impact sur nos émissions carbone. Donc aujourd'hui, on est en passe de signer notre premier PPA. On est intéressé par des PPA. Aujourd'hui, le cahier des charges, c'est essentiellement de l'additionnalité. Sur les typologies de projets PPA, on n'a pas vraiment on n'a pas d'œillère. On aime bien les projets solaires parce qu'on a des profils de consommation qui suivent un peu les profils de nos magasins, donc qui suivent excessivement bien les productions solaires. Néanmoins, évidemment, on n'est pas du tout fermé à des projets éoliens ou des projets hydrauliques. 15 ou 20 ans, ça c'est pas un souci pour nous. Les ranges de prix, je vous les ai données. Et pour les dernières caractéristiques techniques de souvent vers quoi on va se porter, c'est évidemment des projets français et des projets physiques. On parlera peut-être des PPA virtuels, mais c'est pas du tout dans ce sur quoi aujourd'hui on travaille au niveau des mousquetaires. En cela, sur la partie, on suit les objectifs, les 3 objectifs que je vous ai donnés au début. Donc on regarde différents projets aujourd'hui. On en a dans le portefeuille de très avancés, d'un peu moins avancés. Et peut-être en conclusion, avant de passer la parole, vous dire que pour nous, les PPA, ça reste un outil relativement complexe. C'est pas un long fleuve tranquille. Donc ça reste un outil technique à manier avec entre guillemets précaution. Et le deuxièmement, ça reste un outil au service d'une stratégie. C'est-à-dire que l'outil en lui-même PPA est en lien avec la stratégie d'achat qui découle de la stratégie énergétique qui est au service de la stratégie du groupement. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc on a une stratégie énergétique avec le photovoltaïque et dedans on a l'achat et dedans on a les PPA. Les PPA, ça reste une brique de tout un tas de choses qu'on fait au niveau des achats et que l'acheteuse d'énergie organise. Je pense que c'est important de remettre aussi ça en lien avec tout ce qu'on fait dans l'énergie. Merci beaucoup Quentin, c'est très intéressant. Il y a quand même une question aussi qui est peut-être une petite question avant de passer. Pourquoi l'additionnalité uniquement? Est-ce qu'il y a une raison d'aller vers des projets qui sont en additionnalité? Et puis après, je rebondirai sur le... Enfin, donc, commençons par ça, c'est très bien. Alors aujourd'hui, la première raison, c'est le prix. Tous les projets qui nous ont été présentés en sortie d'obligation d'achat sont quand même nettement moins compétitifs que sur de l'additionnalité. Il y a le troisième aspect que j'ai aussi présenté, qui est un peu l'impact sur le territoire, qui nous paraît important. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement pour des raisons de prix. Merci Quentin. Alors justement, peut-être dans la présentation que Laurent fera après avoir présenté Voltalia, ce que vous faites et comment vous intervenez, quelle est votre vision stratégique des PPA, ça sera intéressant de comprendre finalement comment se fait-il que des projets qui ont été déjà développés soient moins compétitifs que des projets en additionnalité. Ça peut paraître étonnant. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, projet en additionnalité, c'est-à-dire qu'on crée un nouveau projet d'énergie renouvelable. Donc il faut du CAPEX, il faut construire, donc ça coûte cher, alors qu'un projet en sortie d'achat, si on ne fait pas un changement complet ou des pales ou des panneaux solaires, normalement c'est un projet qui est déjà amorti. Donc on pourrait penser qu'il est moins cher. Donc voilà, mais déjà que fait Voltalia? Merci Sylvie. Alors en quelques mots, Voltalia, on est un producteur français d'énergie renouvelable. On est présent dans une vingtaine de pays, principalement. Donc société française, on est en France, on est également au Brésil et puis dans quelques pays en Afrique, en Europe, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Portugal. On produit principalement solaire, éolien, également un peu de biomasse en Guyane, de l'hydraulique et puis la petite hydraulique. Et puis depuis quelques temps des unités de stockage en Guyane et maintenant au Royaume-Uni. Sur les PPA, alors on fait des PPA depuis un certain temps, c'est un axe stratégique important pour Voltalia. Il y a un choix volontaire d'aller vers des projets qui sont non subventionnés, en tout cas vers des schémas qui sont reliés à de la valorisation merchant. On pense que ça a une pérennité économique meilleure que des projets subventionnés.
On fait des PPA depuis longtemps. On a commencé au Brésil, c'était nos tout premiers PPA. Et puis en Europe, on a été les premiers à signer des PPA avec SNCF en 2019 pour la France. Aujourd'hui, on en fait principalement en France. On en a fait au Royaume-Uni avec la City of London. Et puis on a quelques contrats en cours de finalisation en Espagne, au Portugal. Voilà. Donc, l'idée est vraiment d'étendre ce schéma de corporate PPA sur les zones géographiques où on est présent. Le PPA, dans le cadre vraiment de la commercialisation auprès d'acteurs type comme le groupement des mousquetaires, on le voit vraiment comme un allié dans le sens où c'est un élément, un bloc parmi d'autres. Souvent, quand on rencontre un consommateur, l'idée est de dire comment on va pouvoir vous accompagner, être votre partenaire dans cette trajectoire de transition énergétique que vous vous êtes donnée. Donc il y a la question de savoir comment vous allez réduire vos émissions de carbone, sécuriser vos approvisionnements, sécuriser votre prix, avoir plus d'énergie verte. Et ça, on a la possibilité, comme je le disais, on est dans une vingtaine de pays, de le faire sur la France. Mais souvent, la question, elle ne se pose pas uniquement sur la France. Là, on est, je pense, avec Quentin sur un sujet français principalement. Mais souvent, on est face à des acteurs qui nous disent, moi, j'ai un objectif groupe de 100% énergie verte, temps de réduction d'émissions de CO2 à horizon 2025-2030. Comment je l'atteins et comment je fais ça dans les différents pays? Et donc l'objectif, c'est de construire avec les consommateurs, en tout cas de l'accompagner sur la trajectoire qu'il va pouvoir appliquer à travers les corporate PPA additionnels. Donc on est principalement sur ce qu'on appelle de l'off-site, c'est-à-dire la production en dehors des sites de consommation. Mais également, dans le groupe Voltalia, on a la possibilité, on a à travers différents départements et différentes filiales, la possibilité de proposer du on-site, de la toiture, de l'ombrière de parking. On propose ici des services d'efficacité énergétique. Et donc l'idée est vraiment d'accompagner. Aujourd'hui, on a aussi des services, on en parlait il y a quelques minutes, de mobilité, où on propose des bornes électriques. Donc l'idée est vraiment d'être un partenaire qui peut être présent sur l'ensemble des blocs qui vont permettre aux consommateurs de tracer sa trajectoire, de résoudre son équation de transition énergétique. Et le PPA off-site additionnel, celui dont on parle principalement, est un outil parmi d'autres. Un outil qui a de gros avantages par rapport aux autres. Si on parle de toiture, par exemple, ou d'ombrière de parking, il y a une limitation physique au développement de ce type de capacité. Sur l'off-site, on a la possibilité d'être beaucoup plus libre sur les capacités qu'on peut mettre à disposition. Donc ça permet d'être un levier d'ajustement qui peut aller plus loin dans les capacités qui sont proposées aux consommateurs. Et je terminerai peut-être, si tu me permets Sylvie, sur l'un des éléments que je trouve très intéressant dans la présentation qu'a fait Quentin. C'est qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a 3 avantages principaux au corporate PPA off-site. Le prix, on va parler, le vert, l'énergie renouvelable, et puis la gestion du risque. Et c'est très intéressant que dans la présentation du groupe des mousquetaires, ça soit cet élément-là qui arrive en premier, parce que souvent ça n'apparaît pas comme étant le premier élément chez le client, qui voit d'abord le prix, qui voit que c'est vert, mais qui ne voit pas l'outil de gestion de risque que propose ce type de contrat. On fixe un prix sur du long terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de risque, mais en tout cas ça change, ça permet de mitiger l'exposition à un risque de marché, qui est le principal risque auquel sont soumis aujourd'hui les acheteurs d'énergie. Aujourd'hui, les acheteurs peuvent acheter sur 1, 2, 3 ans, hors mécanisme ARENH qui est un cas un peu particulier pour ceux qui connaissent, mais peuvent acheter sur des marchés de l'énergie dont on voit aujourd'hui qu'ils sont évidemment extrêmement volatiles. On le subit d'autant plus ces derniers temps, mais on le savait déjà avant. Le corporate PPA permet d'apporter une vraie solution sur ce schéma-là, et c'est rarement le premier point qui ressort, et pourtant c'est sûrement le plus important, en tout cas celui qui est le plus novateur, en tout cas qui amène une vraie solution nouvelle par rapport aux deux autres points. Merci beaucoup Laurent. Alors est-ce que Boralex, tous les producteurs se ressemblent et Boralex fait la même chose que Voltalia et apporte les mêmes propositions? Alors oui, on fait des PPA. Ok, ça c'est la même chose. On a vraiment diversifié notre offre. Alors je vais juste vous présenter Boralex très brièvement. Donc on est un producteur indépendant canadien présent en France depuis plus de 20 ans. On est très intégré sur toute la chaîne de valeur. On a nos propres techniciens de maintenance, donc on a vraiment une approche industrielle du métier. Et on est présent dans l'éolien, le solaire, le stockage. Dans cette logique d'intégration et d'approche industrielle, donc on a créé un service de valorisation d'électricité, de commercialisation d'électricité depuis 2018.
avec des premiers PPA signés en 2019 et d'autres qui ont suivi. Alors, la particularité qu'on a chez Boralex, c'est d'avoir la capacité de proposer aussi bien de l'éolien que du photovoltaïque. De l'éolien dit sortie d'OA, donc les fameux actifs existants qui ont 15 ans de vie derrière eux déjà, qui entament leur deuxième vie, comme des projets à construire, là aussi, éolien, photovoltaïque. Alors, je rejoins tout à fait Laurent et je remercie Quentin de son intervention parce que c'est la première fois, quasiment, que j'entends un client mettre en avant l'outil de gestion de risque, la compétitivité, avant l'enjeu RSE, qui est prégnant, qui est clair, tout le monde l'avait compris. 2 ans en arrière, les discussions qu'on avait, c'était « je veux faire du vert, vous me le faites au prix de l'arène » et il y avait des débats assez importants entre les directions développement durable chez les clients et les directions des achats. Aujourd'hui, on voit une convergence des points de vue et finalement des enjeux par rapport à ces sujets-là. C'est lié aussi au fait qu'on a passé un point de bascule l'an dernier, où désormais, je pense qu'il n'y a plus de débat sur le fait que les ENR sont compétitives dès à présent et sont le meilleur moyen, en tout cas ce qui donne le plus de sécurité en tant que compétitivité sur le long terme et capacité à se déployer. Il y a eu un autre événement important, c'est qu'on a enchaîné quand même 2020 et 2021. Donc 2020, l'année la plus basse de l'histoire en termes de prix de marché. 2021, l'année la plus haute de l'histoire, en attendant la fin de 2022. 77 € de différence quand même d'une année sur l'autre. C'est bien plus que les niveaux de prix que l'on connaissait par le passé. Donc tout le monde est conscient désormais qu'on est dans un environnement instable. La seule certitude que l'on a, c'est ça va être instable. Et donc avec nous, les ENR, la structure de coûts, qui est fondamentalement de l'investissement, nous pouvons apporter des solutions de long terme, de court terme également, sur la gestion du risque à prix compétitif. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'offre que nous avons chez Boralex, vous voulez, dans votre stratégie d'approvisionnement, sécuriser sur 1 an jusqu'à 25 ans, nous avons des solutions pour ça. Vous préférez regarder plutôt des profils photovoltaïques, plutôt éoliens, parce que vous consommez plus en hiver, nous avons des projets pour ça. Vous voulez des actifs existants qui vont minimiser vos aléas sur le productible, puisqu'on a un historique de près de 15 ans de comment se comporte la centrale. La centrale est là, il ne faut pas la construire. Donc, nous avons des actifs pour ça. À l'inverse, si vous voulez valoriser l'additionnalité, la création de nouveaux projets et des engagements de très long terme, nous avons la capacité de vous proposer des projets. Donc, ce que je veux vraiment retenir, c'est que, en partant du besoin du client et de tous les besoins du client, il y a toujours une offre de PPA qui va adresser ces sujets-là. Elle ne cochera peut-être pas toutes les cases, mais si vous êtes clair sur vos priorités, nous aurons des produits à vous proposer pour répondre à vos attentes. Et en tant que producteur, qu'est-ce que ça nous apporte justement, ces PPA? Toujours dans cette vision industrielle. Premièrement, en ce qui concerne les actifs existants, ça va nous permettre en effet de faire des réinvestissements, des prolongations de durée de vie, des améliorations des actifs qui tournent déjà pour produire plus et plus longtemps. Pour la partie additionnelle, ça va effectivement nous permettre de financer notre croissance et d'apporter de nouveaux projets. C'est vraiment ce concept-là d'additionnalité qui est important. Je contribue à rajouter des mégawatts verts dans le mix énergétique français. En tant que producteur, il faut comprendre aussi qu'on a des alternatives aujourd'hui. L'État en est une, le marché en est une autre. Il faut comprendre que aussi dans ce point de bascule que je citais, vous avez de plus en plus de producteurs qui sont en train de se dire finalement, aller contractualiser avec un industriel est plus attractif que d'aller contractualiser avec l'État. Il y a eu quelques mesures rétroactives de la part de l'État, des règles de jeu qui ne sont pas très claires. Finalement, on commence à avoir peut-être plus confiance, maintenant que les courbes se croisent, à aller contractualiser long terme avec des clients qui parlent business, qui parlent notre langage, plutôt qu'avec l'État. Ça, c'est un point de bascule qui est en train d'arriver aussi. Alors nous, chez Boralex, on n'a pas attendu qu'il arrive. Comme je vous l'ai dit, ça fait depuis 2018 qu'on a cette vision du fait que les mécanismes de soutien tels qu'on les connaît aujourd'hui en France sont voués à disparaître, n'ont plus de sens, et on veut préparer l'après, le monde où justement les privés prendront le relais de l'État pour faire émerger, faire vraiment agir dans cette transition énergétique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y a 2 freins principaux dans les PPA. Le premier, c'est le manque de volume en France. Si vous regardez les 2 dernières années, il y a à peu près 1,3 TWh annuel qui ont été contractualisés en PPA. Si on se projette à 2028, c'est plutôt 30 TWh par an qui devraient se contractualiser en PPA. Donc,
je ne reviendrai pas sur le calcul des chiffres, je pourrais le faire si vous le souhaitez, mais sachez que même sans un coup de pouce de l'État par rapport à libérer des réglementations, etc., les volumes vont arriver et il y aura de quoi faire des PPA pour tout le monde. L'autre sujet, et Quentin l'a cité, c'est que c'est complexe. Et aujourd'hui, si on fait un constat, c'est que les producteurs sont en train de demander aux clients industriels de se substituer au rôle de l'État, de gérer la complexité, de gérer une partie des risques. Chez Boralex, on ne se satisfait pas de cette offre-là et on veut aller plus loin dans l'offre de services que l'on va faire à nos clients. Ça sous-entend pour nous de sortir de notre confort de producteur, de changer nos pratiques, d'aller plus loin, de prendre des risques et de se doter vraiment d'une culture client qui n'était pas clé à l'époque. On avait un acheteur obligé. Donc, se doter d'une culture client, répondre à des besoins et apporter des solutions énergétiques. Donc, typiquement, on est en train de travailler tous les jours ardemment à proposer ce qu'on appellera un PPA baseload, c'est-à-dire un PPA sur lequel vous aurez un engagement de volume. C'est-à-dire que le risque lié au fait qu'il n'y ait pas de vent, pas de soleil, on va le prendre. Et on vous assurera un prix fixe sur un volume fixe. Aujourd'hui, vous avez un prix fixe sur un volume variable. Donc, c'est une solution qui n'est que partielle à la thématique de maîtrise de coûts d'approvisionnement des clients. Une autre façon de faire, ça va être aussi de mutualiser les projets, les clients aussi qui ne pourraient pas absorber une telle quantité d'électricité pour pouvoir apporter plus de solutions. Donc, on va vraiment arriver dans une offre qui sera plus complète et qui sera donc plus simple à intégrer dans les stratégies d'approvisionnement de nos clients. Alors, merci beaucoup, c'est intéressant. Et Laurent, est-ce que tu partages la vision, cette vision-là ? Moi, j'avais plutôt l'impression qu'on n'est pas dans les clous de la PPE. La France n'est pas assez engagée dans les énergies renouvelables. Malgré les effets d'annonce qu'on peut avoir, on en est très loin. On a beaucoup de restrictions. On ne nous aide pas, il faut le savoir, et je vous dirai 2 mots en finissant de la plateforme verte quand même. Mais on ne nous aide pas sur la transition énergétique pour avoir les mégawatts qu'il faut. Est-ce qu'il y aura suffisamment de développement de projets par rapport à ce que moi je vois que ces consommateurs, c'est-à-dire une demande qui s'accroît énormément pour les raisons mentionnées par Quentin, mais pour des raisons qui sont la création du nouveau marché carbone et la compensation volontaire qui, là, va faire une explosion de la demande. Est-ce qu'on aura suffisamment de projets pour toute cette demande ? Tu avais l'air de dire que oui. Laurent, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je partage une partie de l'optimisme de Jean-Christophe. Difficile de répondre à ce sujet-là, c'est pas mon sujet en particulier de plus. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une volonté forte de faire avancer plus vite les projets. Sur vraiment le sujet PPA, là, mais on revient à ça, il y a surtout une question de différence de timing. C'est qu'aujourd'hui, il y a une demande qui est forte, qui est immédiate de la part des consommateurs, ce qui est logique. On veut répondre à un besoin immédiat, à une obligation ou un engagement de décarbonation et de sécurisation des prix qui est immédiate, là où les projets prennent beaucoup de temps. Alors, je suis optimiste parce que je pense qu'aujourd'hui, le contexte va faire que ce délai de développement des projets va se réduire. J'espère que l'acceptabilité va augmenter, l'acceptabilité sociale des projets. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'on va aller plus vite. Je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'on a tous conscience qu'il y a une obligation, il y a un mur devant nous et on doit le franchir, donc on doit aller plus vite. La question par rapport à l'offre-demande des clients, c'est qu'il y a une demande immédiate et que nous, il nous faut de toute façon du temps pour y répondre. Aujourd'hui, on sait qu'on a un réservoir de projets disponibles pour les clients qui est limité. Donc on fait tout pour l'augmenter, on fait tout pour accélérer et on va continuer dans ce sens-là. Moi, je sens qu'il y a quand même aujourd'hui des forces qui vont dans le bon sens, donc je pense que ça va continuer, mais il y a un décalage de timing ensuite pour répondre au sujet. Oui, c'est sûr qu'il y a des verrous à faire sauter. Maintenant que la pertinence économique des ENR et leur capacité à se déployer est prouvée, à un moment donné, si vous voulez, il y avait cette notion que les ENR, c'est cher. Entre 21 et 22, on va rembourser 14 milliards d'euros à l'État. D'ici fin 2024-25, on aura remboursé ce que l'État a investi en subventions dans les énergies renouvelables. Si à un moment donné, on a tous les acteurs privés qui tapent à la porte de l'État et qui disent « pour nous soutenir, pour nous aider à maîtriser nos coûts de l'énergie, vous devez accélérer ces choses-là », l'État le fera. Jusqu'à présent, il n'y avait pas cette incentive et ce front commun finalement pour le développer et avoir un vrai sentiment d'urgence.
Absolument, ça c'est un point important. Sachez que les investissements faits par l'État dans les énergies renouvelables vont être remboursés complètement. Voilà, la transition énergétique, c'est quoi? C'est un coût pour la société, pour nous tous. C'est un pari. Mais maintenant, on est 15 ans plus tard, on va rembourser la totalité de ce qu'on a investi. Et ça, il faut le dire autour de vous, parce que c'est quand même un point important. Et si vous voulez les donner, on vous les fournira au sein de la plateforme verte. Ça, c'est un point important à rappeler. Donc, ok, on verra. Moi, je suis un peu pessimiste parce que je trouve qu'aucun des gouvernements n'est là vraiment pro vis-à-vis de la transition énergétique, qu'on a des équipes au sein de la DGEC qui se débattent volontairement pour essayer de pousser. Mais tant qu'on n'a pas un vrai message politique, c'est compliqué. Donc, il faut pousser dans ce sens-là. Malgré tout, si vous êtes très demandé et très convoité, vous offrez ça dans 1 an, dans 2 ans. Si les choses n'avancent pas assez vite, quel est le client idéal? Et la question viendra aussi après pour Quentin dans l'autre sens. Mais pour vous, quel est le client idéal auquel vous allez offrir en priorité vos centrales? Bon, alors, peut-être pas en priorité, mais quel est votre client idéal et quelles sont les choses importantes? Les mousquetaires. Très bonne réponse. Je pense qu'il faut adresser tous les segments. Il y a des acteurs qui ont naturellement plus de capacité à s'engager sur le long terme. Cette volonté aussi est nous aider à financer de nouvelles centrales. Mais il y a aussi des acteurs qui nous aideront sur, comme je l'expliquais, sur les actifs existants. Enfin, à un moment donné, c'est une transition énergétique qui doit concerner tout le monde et qui devra toucher tout le monde. Et c'est pour ça que notre rôle, à nous, producteurs, et encore une fois, de sortir de notre zone de confort et d'apporter des solutions qui ne seront pas les mêmes, mais qui seront adaptées à chaque client. Bon, tu ne réponds pas vraiment à ma question, mais Laurent, est-ce que tu peux répondre à ma question? Quel est le client idéal? Je vais essayer de répondre à la question, de ne pas totalement y répondre. Le client idéal sous-entendrait qu'on mise sur un seul client. Et je pense que comme pour la gestion de l'énergie, miser sur un portefeuille ou un mix de clients est plus logique. Donc, comme le disait Jean-Christophe, on a là aussi, nous, la volonté d'être à l'écoute du client et de répondre aux besoins. On essaye de construire systématiquement. Et je trouve ça super intéressant parce qu'il y a quelques années, on est quand même dans un secteur où on s'appuyait sur des tarifs réglementés. La culture client, ça n'existe pas chez nous. Jusqu'à très peu de temps, ça n'existait pas. Et je trouve ça intéressant que tu mettes ça en avant parce que chez Voltalia, on a aussi cette volonté d'être vraiment à l'écoute du client. Et je pense que ça se développe, mais c'est vraiment un changement culturel profond et ça prend du temps, un changement culturel. Donc l'idée, c'est d'être à l'écoute du besoin et de construire les outils qui permettent de répondre à ce besoin. Si on reste sur quelques clients, et je me souviens d'une conférence il y a quelques temps, il y a 2 ou 3 ans, où un grand fournisseur d'électricité disait de toute façon les PPA c'est destiné à quelques très gros acheteurs et puis ça va vite s'éteindre. On ne va plus en entendre parler. On n'a pas cette vision-là. On a la volonté de le proposer à un maximum de personnes. Alors, en termes d'exemple, on a construit un partenariat avec LCL et on propose ce qu'on appelle un PPA multi-acheteur qu'on a bouclé avec une dizaine d'entreprises en octobre dernier. Donc il y a une dizaine d'entreprises qui ont signé des PPA sur 20 ans sur un actif qui fait 56 MW, donc une centrale solaire de 56 MW, et chaque acheteur prend une partie de cet actif. Donc l'idée ici, c'était pas de chercher le client idéal, mais finalement de le construire. Puisqu'ici, c'est un groupement d'acheteurs qui peut choisir la capacité qu'il souhaitait sur ces 56 MW. Il y avait un range de 1 à 10 MW pour chaque acheteur. Et puis, on a construit ce pool d'acheteurs. Ici, c'était une vraie réponse à un besoin qui était de dire, on a des, entre guillemets, petits acheteurs. On ciblait des entreprises qui consomment entre, on va dire, 30 et 150 gigawattheures par an. C'est pas petit, hein, mais ça n'a rien à voir avec les 2,5 TWh du groupement des Mousquetaires. Donc on est quand même sur des beaucoup plus petits acheteurs et qui n'avaient pas accès au PPA. Parce que 56 MW, une centrale de 56 MW, c'est entre 70 et 80 gigawattheures de production annuelle et ça dépasse leur propre consommation. Donc comment on pouvait construire quelque chose qui répondait à leurs besoins? Finalement, en splittant ces 56 MW, cette capacité d'une centrale, pour la distribuer à plusieurs acheteurs plus petits. Donc je retourne un petit peu la question. Finalement, ici, on a essayé de construire un schéma qui crée pas un client idéal, mais en tout cas qui réponde aux besoins d'un certain nombre de clients.
Alors, je pense qu'il y a 2 points importants. En effet, ne pas répondre à la question que j'ai posée est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que vous n'êtes pas dans le confort de ceux qui attendent les acheteurs et les acheteurs devront s'adapter. C'est donc une très bonne réponse parce qu'il faut être vigilant au changement de marché et je trouve que vos réponses sont très bonnes. Si ça avait été le contraire, j'aurais rien dit. Deuxième chose, ça pose une question qu'on soulèvera après qui est le foisonnement, la bancabilité, c'est intéressant. Mais maintenant, Quentin, donc de ton côté, parce que vous êtes des acheteurs d'énergie depuis longtemps, mais est-ce qu'il y a quand même un producteur? Et la question n'est pas piège de la même façon, parce que le positionnement d'un acheteur d'énergie, c'est pas votre métier, c'est leur métier. Est-ce qu'il y a finalement un producteur idéal par rapport à ce dont vous avez besoin chez les mousquetaires? Celui qui propose le prix le moins cher. Voilà. Non, évidemment, c'est la première réponse, mais le partenariat, l'humain. Oui, bien sûr. Il n'a de richesse que d'hommes, c'est la devise des mousquetaires. Je crois que le premier point, c'est la souplesse. Le PPA, ça reste, comme on le disait tout à l'heure, un outil qui est assez complexe, avec un certain nombre de composantes à l'intérieur, des composantes juridiques, des composantes financières, des composantes techniques. Pour chacune de ces composantes, il y a un certain nombre de besoins, des attendus de la part du fournisseur. On ne peut pas répondre à tout de manière exacte. Donc la capacité à s'entendre via négociation, et le PPS c'est une négociation, pour bien s'articuler et que le fournisseur comprenne quels sont nos enjeux sur ces thématiques, s'y adapte et le cas échéant puisse aussi s'articuler de la bonne façon sur des conditions financières, de garantie, sur des conditions juridiques, sur tout un tas de choses. Et éviter la lourdeur, c'est ce qui nous fait aller vers des acteurs plutôt que d'autres. Souvent pour le groupement des mousquetaires, d'ailleurs, des acteurs qui ne sont pas tellement gros, parce que plus souples et plus en capacité à répondre à nos exigences, qui ne sont pas forcément des exigences de gros acteurs. On ne montre pas les muscles en disant on a 2 terres à 5, on est les mousquetaires. On reste une petite équipe. C'est les premiers PPA qu'on signe. C'est le début. Donc on ne veut pas imposer des choses forcément. On souhaite simplement que le fournisseur s'adapte à nos contraintes. Donc c'est cette souplesse. 2, je pense que ce qui a été dit juste avant est très juste. C'est une composante, c'est un outil de la transition énergétique et de la stratégie énergétique d'une entreprise. Donc si le fournisseur est capable de fournir un PPA, mais aussi de s'adapter sur d'autres sujets, l'équipement on-site, on en a, comme je dis, on a 4000 sites, donc ça fait potentiellement 4000 sites à équiper, sur des sujets qui dépassent le photovoltaïque, la performance énergétique. On parlait de la mobilité électrique, pourquoi pas, etc., etc. Et donc de se dire que c'est un partenariat sur 20 ans qui peut dégager, qui peut être plus grand que le photovoltaïque. Et donc se dire, ok, je me vois travailler aussi sur d'autres sujets. Et donc la capacité des fournisseurs à adresser d'autres sujets. Et enfin, le dernier point, je pense que c'est évidemment c'est en lien avec le 3e objectif des PPA pour le groupement. C'est quel est l'impact des projets sur les territoires. Il y a certains projets, on va visiter des sites avec les équipes régulièrement, qui sont plus ou moins acceptés par les populations locales, par les communautés de communes, par les mairies, par les préfectures, par les associations, par les riverains, tout l'écosystème qui, d'une certaine façon, intègre la centrale dans son environnement, c'est quelque chose qui nous importe. Et donc, voir l'image de la société vis-à-vis de cet écosystème, c'est quelque chose qui est important. Pour vous donner un exemple, on a un projet qui était assez avancé, qui était un projet sur un terrain agricole qui appartenait à une entreprise qui faisait aussi de l'abattage. Le groupement des mousquetaires, via sa filiale agroalimentaire, fait aussi de l'abattage.
On en a touché un mot. Ils nous ont dit non mais ça, cette entreprise, elle répond pas aux standards de qualité, du respect des animaux et tout et tout. On sait que c'est entre guillemets pas très bon. On vous demande de pas y aller. Donc on a refusé ce type de projet parce que derrière, le terrain et le propriétaire terrien du projet n'étaient pas acceptables de notre côté. Donc l'impact du projet sur le territoire et son environnement, c'est quelque chose qui est relativement regardé. D'accord, donc pas n'importe quel projet renouvelable, c'est ça qui est important. Peut-être une autre question aussi liée, c'est-à-dire, comme tout à l'heure tu mentionnais la complexité des projets, est-ce que ça veut dire, donc en effet, des producteurs qui savent accompagner, qui savent également apporter des conseils dans le cadre de, évidemment, ce qu'ils peuvent proposer, de la variété, parce que le PPA est une brique, mais il y en a d'autres, hein, il y a l'autoconsommation, la performance, les bornes, etc. Comment on doit s'organiser pour les consommateurs dans la salle? Est-ce qu'il faut quand même recruter à l'interne des experts? Évidemment, avoir à l'externe des gens qui vont accompagner les projets, mais est-ce qu'il faut vraiment comprendre ce marché et avoir des gens un peu à l'interne? Pour moi, c'est obligatoire, vital. Il y a trop d'enjeux, que ce soit économiques et même stratégiques, parce que c'est sur 20 ans ou 15 ans, pour complètement externaliser les choses et pas avoir les compétences en interne pour les gérer. On parle de compétences. Donc nous en interne, sur la partie achat, on a une personne qui maîtrise complètement le sujet. Évidemment, on a besoin de s'appuyer sur des compétences externes très particulières, des expertises juridiques notamment, des expertises financières, parfois des expertises techniques. C'est arrivé sur certains des projets qu'on a en ce moment. Mais la structuration, c'est un bon équilibre entre une maîtrise interne via des compétences internes qui peuvent en plus expliquer de façon, on va dire, compréhensible et puis surtout entendable en interne aux directions générales et qui s'appuie sur des compétences externes très spécifiques. Merci beaucoup. Alors, nos amis les producteurs, de votre côté, est-ce qu'il faut encore aller chercher des tarifs d'achat pour vos projets que vous développez et si oui, pour quel projet et pourquoi? Est-ce qu'il faut un équilibre? Est-ce qu'il faut encore aller les chercher? Quelle est une bonne stratégie pour un producteur? Vaste question. Je pense que l'État a encore un rôle à jouer sur des projets qui seront innovants, des projets de taille peut-être plus réduite, qui ont vocation derrière à se déployer massivement. Je pense à l'agrivoltaïsme, à d'autres solutions. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a encore tout un tissu financier, avec nos prêteurs notamment, qui sont assez friands de ce type de contrat, bien connus, avec l'État. Donc, il y a des producteurs qui veulent rester dans ce confort-là, et ça s'entend et ça se comprend. Donc ça reste une option qui est sur la table aujourd'hui. Maintenant, nous, chez Boralex, on voit l'État, un client comme un autre. Ça ne veut pas dire que demain, on va s'en détourner à 100%. Ça, c'est très clair. Mais on veut vraiment approcher des clients industriels, encore une fois, qui ont cette vision de long terme. Finalement, le client parfait, c'est le client qui est dans une démarche de dialogue, de partage de besoins et qui est capable de se projeter dans une démarche vertueuse sur du long terme. C'est ce que faisait l'État jusqu'à présent. C'est ce que feront les entreprises privées à terme. Donc, tant qu'il y aura, si vous voulez, des options avec l'État, on les regardera et c'est très clair. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chez Boralex, de plus en plus, on va avoir un développement des PPA, notamment pour les actifs à financer. Laurent? Oui, peut-être pour compléter, on est aussi dans une phase de transition. On a beaucoup parlé de transition énergétique, mais on est dans un monde, je le disais tout à l'heure, où on était, il y a quelques années, 100% soumis à des tarifs réglementés de vente, d'achat dans notre secteur, des feed-in tarifs. Aujourd'hui, on va aller vers du 100% merchant. On ne peut pas faire ça de manière binaire. Ça ne peut pas passer de tout l'un à tout l'autre d'un seul coup. Donc on a la chance en France d'avoir cette possibilité de transition. On l'a dit, les PPA, c'est des objets compliqués pour nous, pour les acheteurs. Il faut que des market practices se mettent en place. Ça va simplifier, ça va permettre de démocratiser l'accès à ce type de produit. Et donc, il y a une phase de transition. Aujourd'hui, avoir la possibilité qu'il y ait encore un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas prêts à ça, que ces acteurs aient accès à des tarifs réglementés, ça me semble tout à fait judicieux. Ça permet aussi à l'État de jouer sur les différents leviers pour atteindre les objectifs en termes d'installation d'énergie renouvelable.
mais ça va permettre d'aller de manière relativement confortable pour les différentes parties, hein, pas uniquement pour nous, vers un marché qui est totalement libéralisé, entre guillemets. D'accord. Alors, pour ceux qui sont acheteurs de ces énergies, est-ce que les prix vont augmenter dans les mois et les années qui viennent? Est-ce que vous pouvez sortir votre boule de cristal et nous dire, parce que vous êtes quand même ceux qui allaient dépenser de l'argent pour créer des projets, est-ce que vous pensez, vous anticipez que les prix vont augmenter, les prix auxquels vous proposez en moyenne vos PPA? Alors, on a connu dans le secteur depuis 15 ans un trend en termes de coûts qui était baissier systématiquement. C'est plus le cas depuis quelques mois. Mais le contexte global, la crise de Covid, ce que l'on connaît actuellement en termes de géopolitique, a un impact fort sur les approvisionnements qu'on peut avoir. Donc on a aujourd'hui, et c'est totalement nouveau dans notre secteur, je parle principalement pour le solaire, mais c'est le même sujet pour l'éolien, on a un trend en termes de coûts qui est en train de repartir à la hausse. On le voit, et je pense on est tous au courant du fait qu'on rentre dans une période inflationniste. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, donc c'est difficile à dire. Donc on va se battre pour continuer à baisser nos coûts, à maîtriser nos coûts et à proposer des prix à la fois compétitifs et maîtrisés. Mais on est aussi, moins que les marchés de l'électricité, tu parlais tout à l'heure, des incertitudes auxquelles on faisait face en termes de marché de l'énergie. Dans les énergies renouvelables, on fait face aussi à un certain nombre d'incertitudes, un certain nombre d'évolutions de nos coûts. Pas dans les mêmes proportions, donc ça nous permet de continuer à maîtriser, en tout cas limiter la volatilité et permettre de proposer ça comme des outils de gestion de risque, mais on est dans une évolution, en tout cas dans une période qui est très différente de ce qu'on a connu sur les 10 dernières années. Il y a plusieurs composantes à la compétitivité d'un PPA, et je me focalise uniquement sur la partie production, d'accord ? Je ne parle pas de PPA baseload, de services, etc. Il y a clairement une tendance, et qui va continuer, c'est que les machines sont de plus en plus productives. Donc ça, c'est très clair. Maintenant, il y a deux choses. C'est est-ce que je peux capter ces gains en performance en France, compte tenu de toute la réglementation, de tous les enjeux qui sont en place pour aller finalement installer des installations, enfin des équipements, que ce soit dans le photovoltaïque, un peu plus simple, mais quand même, ou dans l'éolien, qui tirent parti de ces évolutions technologiques qu'on voit partout dans le monde. Donc ça, c'est le premier point. Et en effet, il y a le sujet conjoncturel de la hausse des matières premières qui finira bien par partir. Mais je vous confirme que la productivité augmente, donc les coûts, fondamentalement, sur le long terme, baissent. Alors, ça revient aussi à la dernière question que je voulais soulever enfin l'avant-dernière, puisque la dernière, ça sera un peu un marché d'avenir pour Quentin, mais la dernière question pour vous, c'était la partie du financement, parce que vous prenez le risque de développer ces projets. Le risque du financement n'est pas le risque de l'acheteur, c'est un risque des producteurs de pouvoir mettre en place les projets qui seront financés. On le sait, enfin alors là, sous mon autre casquette, avocate au cabinet de Gaulle, je vois les taux des marges qui augmentent fortement. Les projets à 1,20 sur 15 ans des banques, c'est fini. Là, actuellement, on a pris 50 points de base dans les nouveaux projets, les nouveaux term sheets qui se concluent. C'est pas fini. Les banques font leurs meilleurs efforts, mais c'est en train de monter fortement. Et ça aura un impact nécessairement sur les projets. Donc, la bancabilité, c'est importante. Laurent, tu avais mentionné le foisonnement. Ça, c'est une façon... Parce que quand on écoute les banques, les fonds d'investissement, on veut de l'investment grade face à nous. On veut pas vendre à quelqu'un d'autre. Sinon, sur 15 ans, on n'a pas de vision. Par contre, le foisonnement, c'est une façon intelligente de sortir de cet aspect-là. Est-ce qu'il y a quand même, est-ce que vous sentez des deux côtés, côté Boralex, Voltalia, que les banques vous suivent dans ces projets-là? Alors, je vais répondre très rapidement, je te laisserai la parole, tu connais mieux le sujet que moi, mais si les caractéristiques des financements ont changé, tu parlais des taux qui ont évolué, aujourd'hui on sent qu'il y a une forte appétence des prêteurs pour le secteur. Et je pense qu'il y a aujourd'hui encore une forte volonté des banques et de l'ensemble des prêteurs à aller vers, en tout cas à proposer des financements, pas aux mêmes conditions, mais à proposer des financements pour des projets d'énergie renouvelable. C'est clair que le financement, c'est un facteur important de compétitivité du PPA. Donc un client qui veut de l'additionnalité, aujourd'hui du moins, doit quand même se soucier de cet enjeu-là, puisque ça se reflète dans le prix. À la fin, pour que le projet se fasse, il faut qu'il soit financé. Maintenant, c'est notre travail de producteur d'aller accompagner les prêteurs vers ce genre de solution. Et ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas forcément, quand le PPA est bien fait,
il n'y a pas forcément de dégradation forte des conditions de financement par rapport typiquement à un contrat avec l'État. Donc après, c'est notre travail de bien structurer le PPA, de bien se faire accompagner, d'avoir un bon dialogue avec le client pour apporter des solutions. En France, c'est un sujet nouveau. Donc les banques françaises ont de l'appétit, mais doivent progresser sur le sujet. Vous regardez ailleurs en Europe, c'est un non-sujet. Il y a des banques qui financent merchant même. Donc à un moment donné, ça va se faire. Il faut laisser le temps, il faut accompagner, il faut donner des bons succès, des bonnes premières expériences et derrière ça déroule. Alors, merci beaucoup pour ça. Quentin, dernière question, puisque tu avais commencé au tout début à dire, en effet, c'est la gestion du coût et du risque de l'énergie, c'est vraiment essentiel. Mais demain, ce qui va vous tomber dessus, entreprises de toutes sortes, c'est le marché carbone. Aujourd'hui, il y a un marché réglementé, mais on commence à voir en Allemagne, en Angleterre, et ça arrive en France, le marché carbone volontaire, c'est-à-dire comment on réduit l'empreinte. Et plus on a des contraintes au niveau européen, plus le côté RSE va vous rattraper parce que finalement, tout va devenir en grande partie RSE avec les normes en place. Donc, comment est-ce que, de votre côté, les mousquetaires, vous envisagez d'aborder le marché carbone futur ? T'as combien de temps ? Bon, je ne sais pas, normalement, on doit finir, donc je pense qu'on a 1 ou 2 minutes. D'accord. Alors, le premier point important pour répondre à la question, et c'est ce que je donnais en introduction, c'est que l'aspect carbone lié à l'énergie, l'impact énergétique sur le bilan carbone du groupement des mousquetaires est finalement assez faible en scope 3. Aujourd'hui. Il est assez faible parce qu'on a une activité dans la grande distribution qui est escalée, parce qu'on a une activité aussi dans la direction de l'énergie qui distribue du carburant. Donc, l'aspect électricité et gaz naturel, finalement, c'est quelque chose qui est négligeable sur les aspects carbone. Maintenant, si on centre sur l'énergie et de dire comment l'énergie est ce qui peut être mis en place pour développer les ENR dans le groupement, on peut contribuer à peut-être financer des projets de compensation carbone ou aider peut-être d'autres acteurs pour qui l'impact de l'énergie sur leur bilan carbone global est peut-être plus important que chez nous. Alors là, on a, nous, un projet qui est en cours de construction d'avoir en fait un fonds énergie dans le groupement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les projets qui sont liés à la transition énergétique, que ce soit les projets solaires ou autres, nous on a une grosse consommation, par exemple c'est le froid, sont des projets qui sont très demandeurs de CAPEX. Aujourd'hui, oui, on trouve du financement, oui, on trouve des partenaires, mais ce qu'on souhaite, c'est quand même en interne mettre un fonds qui puisse financer ce type de projet et potentiellement financer des projets de compensation carbone envers des partenaires qui sont souvent les partenaires agricoles, puisqu'aujourd'hui, nos filières sont essentiellement les filières agricoles qui travaillent avec Agro-Mousquetaires. C'est la piste principale. Évidemment, on va pouvoir faire beaucoup de projets photovoltaïques et de transition énergétique via ce fonds, via cette structure énergie au global qui va petit à petit décarboner notre consommation. Mais on va surtout pouvoir financer d'autres types de projets chez nos partenaires et dans nos filières. Donc en fait, l'énergie serait un relais. On va se servir de l'énergie comme d'un relais pour aller financer d'autres types de projets qui ne sont pas nécessairement liés à l'énergie chez nos partenaires et dans des structures qui sont à côté de chez nous, qui sont finalement nos relais, que ce soit en région ou pour certaines de nos structures amont, logistique, achat, agroalimentaire, etc. Merci beaucoup. Je pense que tu vas avoir de la visite après la réunion. Il y a au moins 2 fonds d'investissement dans la salle que j'ai remarqué qui viendront sûrement de parler tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. Il y a peut-être des questions dans la salle. Alors. Bonjour. J'avais une question pour Monsieur Pailloux. Je voulais savoir quel était votre objectif de PPA
en termes de pourcentage dans votre consommation à moyen terme ou à long terme? Et aussi, comment vous gériez le risque avec l'agrégation, et si c'était des contrats long terme que vous aviez dans l'agrégation ou court terme à 3 ans comme le marché? Alors sur la première question, aujourd'hui on s'est fixé un objectif de 10% à horizon 2030. C'est une première phase. On pense qu'on est confiant sur le fait qu'on y arrive. De ce qu'on souhaite faire en termes d'outils liés à l'approvisionnement énergétique, dans un second temps, ça augmentera. Je pense on atteindra les 20-25% à horizon plus tard. Mais aujourd'hui, la cible, elle est à 10%, donc les 10% des 2,5 Tera. Sur la deuxième question, donc oui, aujourd'hui, c'est des contrats de 3 ans qu'on a. Donc l'agrégation est directement gérée par le fournisseur. C'est un sujet, on en est conscient. On va avancer petit à petit. Comme je disais, le premier PPA, même s'il est très proche de la signature, il n'est pas encore signé. Quand on en aura un deuxième, un troisième et un quatrième, qu'on arrivera à ce foisonnement, mais côté client, alors l'agrégation sera un sujet, je pense, beaucoup plus central dans la gestion de notre approvisionnement énergétique, et on verra le décorrélé du contrat de fourniture. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Alors peut-être juste, avant quand même qu'on applaudisse nos 3 intervenants, un petit mot de la plateforme verte, qui est une association qui regroupe les acteurs qui souhaitent participer au déploiement de la transition énergétique et pousser les modèles de transition énergétique. Et nous sommes très heureux d'être partenaires de Mixte cette année. Et nous espérons renouveler ça, parce que il faut diffuser la voix des énergies renouvelables, et notamment le groupe de travail sur les PPA travaille pour une présentation au ministère de l'Environnement ce vendredi pour défendre les PPA qui sont attaqués sur un autre modèle, qui veulent nous faire croire que les producteurs doivent maintenant avoir une licence pour être fournisseurs, ce qui est absolument pas la loi en France, mais on a quand même toujours des sujets aussi de lobby de ce côté-là pour défendre les producteurs et les acheteurs. Donc je voulais terminer sur ça, et bravo à tous les 3, merci beaucoup et bravo à vous.